Cet après-midi, sur cette seconde table ronde, nous allons aborder l'émotion par le biais du récit scientifique et puis environnemental. Nous allons échanger ensemble autour de processus de recherche et de création. Et pour le faire, nous accueillons donc Suzanne Bastian, qui est enseignante-chercheuse sur la biodiversité à Oniris. En tant que scientifique, je suis quand même sensible à la démarche artistique. En science, on fait de l'observation factuelle et en art, il y a la perception, les intuitions, les émotions qui rentrent en ligne de compte. C'est deux façons différentes d'explorer la réalité, voilà, et qui sont très complémentaires. Ma spécialité, on va dire, c'est actuellement de l'écologie du paysage. Je m'intéresse aux maladies infectieuses, je suis vétérinaire de formation, j'ai fait beaucoup de microbiologie. Je m'intéresse à la propagation et aux risques de maladies infectieuses dans les paysages parce que, en fonction des biotopes, en fonction des liens qui existent entre différents compartiments, le risque de transmission va changer et surtout les assemblages d'animaux vont changer. Tous ces enjeux environnementaux qu'on a sur la disponibilité en eau, sur la végétation, sur la diversité génétique et la diversité des espèces à un endroit donné et les activités humaines, en fait, peuvent être étudiées avec ce prisme de l'écologie du paysage. Ça va être de la génétique, ça va être des statistiques, ça va être de la cartographie, en tout cas de l'information géographique que je vais essayer de combiner pour répondre à ces questions. Moi, je suis historien de formation, historien du Moyen-Âge. La vie a fait que je me suis intéressé au cinéma d'animation. Et dans le cinéma d'animation, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un domaine, c'est pas un genre, c'est un domaine de la création artistique et du cinéma en particulier, qui a été extrêmement marginalisé, c'est-à-dire considéré comme du domaine de la distraction et ni de l'art, ni de la production d'un discours politique ou d'un discours tout simplement sur le réel. Les choses changent, mais c'est un chemin qui est aujourd'hui encore vraiment à écrire. Et c'est ce à quoi on essaye modestement de s'employer à la Nef Animation. Une étude qu'on cite beaucoup, qui a été vraiment pour moi très inspiratrice, c'est une étude de scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui ont analysé la production, la représentation du vivant dans la production mainstream en animation, c'est-à-dire celle de Disney, Pixar, DreamWorks, etc., sur 50 ans. Les résultats de cette étude sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a un appauvrissement, enfin un effondrement de la représentation du vivant sur les écrans. Et ils le couplent avec des études sociologiques, je vous passe le détail, mais ce qui est très important de dire, c'est que ce n'est pas simplement le miroir du fait que nous nous désintéressons et nous nous éloignons du réel, mais il y a effectivement un effet performatif à l'envers, qui est que dans une société où la relation avec la nature que nous avons tous, elle passe aujourd'hui majoritairement par les écrans, extrêmement important. On est dans une société avant tout urbaine où un enfant, la connaissance qu'il peut avoir d'un hérisson, d'une hirondelle ou autre, elle va passer avant tout par les écrans. Donc ce n'est pas un enjeu mineur, ce n'est pas un enjeu pour se faire plaisir, c'est un enjeu de civilisation, tout simplement, que nous avons tous à prendre en compte, si nous le voulons. Le cinéma d'animation, on va dire d'auteur, c'est-à-dire celui qui n'est pas promu par l'industrie mais qui relève de l'initiative individuelle des autrices et des auteurs, des réalisateurs et des réalisatrices, eh bien, il a été au contraire extrêmement précurseur par rapport à l'image réelle dans sa sensibilité au vivant et notamment aux grands enjeux écologiques. Parmi les précurseurs des très grands inspirateurs de nos imaginaires contemporains, il y a les deux grands réalisateurs japonais que sont Hayao Miyazaki, d'une part, Nausicaa de la vallée du vent en 1984, qui pointe un enjeu récurrent dans le cinéma d'animation qui est la question du devenir apocalyptique vers lequel le développement industriel pourrait nous entraîner, on va rester optimiste. Et puis une autre œuvre absolument cardinale qui est un peu plus postérieure, mais qui est pionnière à plein des égards, c'est l'œuvre d'Isao Takahata qui s'appelle Pompoko. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, parce qu'il n'y a pas un traité plus précis, plus fondé sur la relation de l'homme au vivant que ce film-là. C'est l'un des grands inventeurs du réalisme en animation. Malgré ça, il a totalement intégré le fait de dire « je suis un homme, enfin un humain, et par ailleurs un homme en ce qui le concerne, et je ne pourrai jamais me départir de mon point de vue anthropomorphique, anthropocentré. Je peux effectivement essayer de tendre vers une compréhension à travers notamment la science de quelque chose qui échappe à tout ce qui formate idéologiquement notre positionnement.
Je vais passer sur Flo. Là, pour moi, un exemple très intéressant, je pense que vous l'avez tous vu, d'un film qui, alors lui très contemporain, qui à la fois est dans ce sillage des films qui posent la possibilité de l'absence de l'humain. Même chose sur le robot sauvage, hein. Il n'y a plus d'humain. C'est un monde où l'humain n'est peut-être plus nécessaire. On radicalise ce propos-là, mais je pense que c'est une question importante à poser. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles en fait avec, Ouais. avec la cinématographie en général, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui est adopté, on se place à un endroit, on dirige le regard et on va explorer une réalité à un endroit donné, dans une temporalité donnée, et on a des outils qui nous permettent de voir l'invisible. Et cette diversité, elle n'est pas le fait du hasard, elle est le fait d'interaction. Donc on parle de pression sélective par exemple, ça veut dire que il y a eu une rencontre entre un microbe et un rongeur, entre une population de microbes et une population de rongeurs, qui fait que les populations de microbes étant assez diversifiées, les rongeurs aussi, il y a un moment, certains microbes étaient vraiment trop dangereux pour les rongeurs. Ces rongeurs-là n'ont pas survécu ou ont moins bien survécu que leurs camarades. Et donc on se retrouve avec des pressions sélectives qui façonnent le vivant, qui sont en fait le fait d'interaction entre les êtres vivants et leur milieu, et donc avec des choses qui évoluent. Et l'humain, en tant qu'espèce qui vit dans un milieu qui est là beaucoup modifié, se retrouve aussi prise dans ces réseaux d'interaction, en crée de nouvelles, change parfois complètement la donne, comme dans Pompoko, où on a une emprise finalement des habitations humaines sur de l'habitat des animaux, qui fait que cette spiritualité de continuum entre l'humain et les animaux, quelque chose qui est cyclique, qui se nourrit les uns des autres, voilà, qui est perturbé, donc il y a une nouvelle pression sélective qui s'exerce. Donc on a un récit du conflit parfois, on a un récit de la perte, et on a un récit qui peut être aussi contemplatif, de dire c'est extraordinaire ce qui se passe. En étant un petit peu, en prenant du recul, en se disant mais à quel point ces forces qui sont en présence là sont puissantes et façonnent le monde. Par rapport à ces problématiques que l'on a posées, est-ce qu'il y a des stratégies narratives privilégiées dans le film d'animation pour les poser, pour raconter en fait ces thèmes qui peuvent être complexes ou anxiogènes? Voilà. Est-ce que, ne serait-ce que cette question du conflit comme moteur du récit est une question aujourd'hui qui doit être interrogée et auquel effectivement des alternatives doivent être trouvées si on veut éviter de continuer à écrire l'histoire du monde elle-même dans la dimension et sous le signe du conflit. Donc il est aussi important de produire des imaginaires qui soient positifs. Le film Arco, il est super intéressant de ce point de vue-là. On est dans un film science-fiction, c'est Hugo Bienvenu, c'est vraiment l'un des jeunes talents éblouissants de la bande dessinée de la science-fiction française. Il y a un futur qui est notre futur, qui est de l'ordre de la prospective possible, c'est-à-dire un monde qui ressemble au nôtre, et puis un monde d'après, qui est un monde où la Terre est en jachère parce qu'il faut prendre soin de la Terre. Il y a de la haute technologie, cette haute technologie qui n'est pas antithétique avec la dimension de progrès humain, elle permet à l'homme de vivre dans une intelligence avec le vivant. L'animation a cette grande vertu de signer ce qu'elle est, c'est-à-dire une représentation. Lorsque vous voyez un dessin animé, lorsque vous voyez un film en stop motion, vous savez que vous êtes devant une représentation. Lorsque vous êtes devant un film de Miyazaki, vous savez que vous partagez un regard, une vision de Miyazaki sur une réalité qui est à la fois son expérience personnelle, son regard sur le monde, quelque chose qui donne en partage, mais vous êtes dans le domaine de la pensée, voilà, de la réflexion. On a entendu 2 fois aujourd'hui, avec des discours très différents et des points de vue très différents, l'importance de réfléchir à une vision aussi positive. Donc je crois que ça mérite de s'attarder sur cette question d'un besoin de récit qui projette vers un avenir acceptable, désirable. Les choses sont dites et c'est certainement à vous maintenant de les mettre en action. Merci encore. Merci beaucoup.